Alors bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Enfin peut-être. Bon, en réalité il y a eu un épisode 0 mais c'était plutôt une intro ou une bande-annonce. Là on attaque vraiment le premier épisode et plus exactement le premier épisode de la première série. Parce que on part d'abord sur une série de 3 épisodes où on va se poser la question de savoir à quel point nous sommes légitimes à s'opposer à la croyance des autres. Parce que souvent en zététique, on va aller étudier les croyances des autres, on va aller essayer de comprendre comment elles se forment, comment elles se propagent, et comment on peut les éviter. Mais la question qu'on pose pas toujours, en réalité, c'est de savoir quelle attitude il faut adopter face à ces croyances-là, face à des prétentions que l'on sait dans l'erreur. Et en particulier, est-ce qu'il faut être hostile, est-ce qu'il faut s'opposer à de telles croyances? Voilà, donc ça c'est la première série qui va nous occuper. Ça me paraissait assez simple de commencer par ça, puisque dans la suite du podcast, on risque de mettre à mal certaines croyances. Et du coup, là, je trouve que c'était intéressant, avant de se lancer, de se demander dans quelle mesure on est légitime à faire ça. Alors voilà, bonne écoute à vous. J'espère que ce tout premier épisode vous plaira. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! Je connais cette théorie. La solution, c'est la raison. C'est de revoir notre rapport au monde. Ouais, c'est pas faux. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Alors voilà, comme on l'a dit, la zététique, c'est une discipline, ou peut-être plus judicieusement un mouvement, qui propose de réfléchir aux croyances irrationnelles. Alors à l'origine, elle se concentrait plutôt sur le paranormal, les ovnis, les fantômes, les magnétiseurs et autres sorcières. Aujourd'hui, elle s'attaque davantage à des questions de société, la santé, le complotisme, les technologies, l'écologie. Mais quel que soit l'objet d'étude, l'approche zététique est toujours relativement identique. On va essayer de démêler le vrai du faux, comprendre comment des fausses croyances se répandent et vulgariser les méthodes et les résultats. Mais il y a une question primordiale qui n'est pas toujours très claire. L'objectif est-il simplement de comprendre ces croyances illusoires ou est-il de les combattre ? Est-il légitime de s'attaquer à telle ou telle croyance que l'on sait dans l'erreur ? Et si oui, dans quelle mesure ? Bien oui, parce que dire que X est faux, c'est une chose. Mais dire que X est mal, c'est autre chose. Et il semble que cette question est souvent esquivée, laissant un flou, un non-dit, qui peut amener à des maladresses, des confusions, voire des discordes. Alors je propose de poser la question, et c'est déjà pas mal. En sciences comme en philosophie, poser la bonne question est au moins aussi important que de trouver la réponse. Parce que trouver la bonne question, c'est faire surgir les points critiques du problème. C'est en dévoiler la crête tranchante, sur laquelle ensuite il devient limpide d'apporter des réponses. Bon, je suis pas sûr que la question que je pose a cette puissance-là, mais elle permet déjà d'amorcer la réflexion. Bon, je vais pas m'arrêter à poser la question, ça ferait un peu court comme épisode. Je vais proposer quelques pistes de réflexion qui me semblent intéressantes. Donc la première chose sur laquelle il nous faudra être prudent, et qui sera le sujet de cette première partie, c'est justement la notion de vrai, et donc de faux. Et nous allons nous y intéresser en se posant cette question. Qu'est-ce qui est vrai ? Mais genre vraiment vrai de vrai, absolument incontestable, insensible à toute remise en doute. C'est très audacieux, la vérité, rien que la vérité, sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Existe-t-il même un tel diamant de vérité, pur et entièrement objectif, qui reste vrai à l'autre bout du monde et à l'autre bout des temps ? Bon, alors a priori, il semblerait que certaines choses soient vraies, d'autres fausses, et d'autres seulement probables ou vraisemblables, naviguant entre les deux extrémités. On pourrait donc mettre un curseur entre 0% et 100%, respectivement totalement faux et totalement vrai, et ranger chaque affirmation quelque part sur cette ligne. Mais les philosophes qui se creusent les méninges là-dessus ont l'air de nous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être rangé dans les cases vrai ou faux, aux extrémités. Une à une, les affirmations qui paraissent absolument vraies s'évaporent, laissant place au doute. Tenez par exemple, vous êtes dehors, dans votre jardin, en train d'écouter ce podcast. Les oiseaux chantent, le vent souffle légèrement. Les rayons du soleil vous réchauffent le cœur et le ciel est bleu.
Oui, voilà, le ciel est bleu. Rien ne peut vous faire douter de cela. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr, il faut imaginer, hein, parce que dans la réalité, votre vie, elle est peut-être un peu moins fun. Il fait sûrement gris dehors et vous êtes enfermé chez vous à cause du couvre-feu. Puis en ville, de toute façon, il n'y a jamais d'oiseaux qui chantent. Mais imaginons quand même ce beau ciel bleu, incontestable, hurlant la vérité de sa propre existence. Eh bien non. Il n'est pas si incontestable. Et un premier argument assez simple et plutôt joli pour se convaincre de cela, c'est d'imaginer que vous êtes simplement en train de rêver. Vous ne pourrez jamais être vraiment totalement sûr que le ciel est bleu en ce moment et pas totalement noir pendant que vous êtes paisiblement au pays des songes. Mais peut-être, si je suis conscient que je rêve que je ne rêve plus, peut-être suis-je le rêve de quelqu'un d'autre, son cauchemar, ou bien peut-être tout simplement je rêve que je rêve. Je rêve que je rêve que je rêve. Bon, évidemment, on pourrait dire que c'est une curiosité philosophique qui n'a pas vraiment de portée dans notre monde. Et c'est vrai, au moins en partie. Les chances que vous soyez en train de rêver sont extrêmement faibles, complètement négligeables. Tout semble cohérent autour de vous, les événements s'enchaînent de manière logique, la temporalité est respectée. Bon, sauf peut-être si vous avez une gueule de bois de la veille ou que vous dormez pas depuis des mois. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Mais pour l'essentiel, cet argument du rêve peut paraître anodin et ne pas avoir de vraie influence sur notre conception du vrai et du faux. Un autre argument serait d'imaginer que nous sommes enfermés dans une simulation, comme dans Matrix. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Et cette hypothèse n'est pas forcément si improbable. Et le philosophe suédois Nick Bostrom propose même un argument assez convaincant qui soutient qu'il y a une chance sur 3 que nous soyons actuellement dans une simulation informatique. Alors je vous présente cet argument dans un épisode bonus à la fin de la série et où je développerai quelques points qui sont plutôt annexes. Bon, en fait, cela ne change pas grand-chose. Si nous vivons dans une simulation, alors appelons cette simulation réalité, et alors on pourrait considérer les événements qui s'y déroulent comme vrais ou faux. Les philosophes ont souvent utilisé des expériences de pensée comme le rêve ou la simulation, où notre cerveau serait manipulé pour mettre en doute la fiabilité absolue que l'on pourrait donner à nos sens. Dès l'Antiquité, Platon et Aristote déjà proposaient l'argument du rêve. Et René Descartes, au XVIIe siècle, propose l'idée du malin génie, qui joue avec nos sensations. Et Hilary Putnam, en 1981, utilisera l'image un peu plus moderne d'un cerveau plongé dans une cuve et branché sur un ordinateur. Plus lointain encore, le penseur chinois Chuang Tzu, il y a 2400 ans, proposait la métaphore du rêve du papillon. Dans son sommeil, un homme rêve qu'il est un papillon. Il voltige de fleur en fleur, il butine, ouvre et referme ses ailes. Il a la légèreté du papillon, sa grâce et sa fragilité. Soudain il se réveille et il s'aperçoit avec étonnement qu'il est un homme. Mais est-il un homme qui vient de rêver qu'il était un papillon? Ou bien est-ce un papillon qui rêve qu'il est un homme? Et vous, êtes-vous un papillon qui rêve d'être un homme? Bon, si ces arguments du rêve, de la simulation, du malin génie ne vous convainquent pas tellement de l'inexistence de vérité absolue, voici un autre argument. Le monde tel que nous le percevons, capté par nos sens et interprété par notre cerveau, est relativement différent du monde tel qu'il est réellement. Il y a nécessairement un voile, une interface, entre nos impressions et la réalité. On pourrait même décomposer cette interface en plusieurs couches qui chacune filtre, déforme, simplifie l'information. Alors il y a d'abord une couche matérielle, anatomique. Nos sens ne sont pas parfaits. Notre vue est limitée à la lumière visible. Notre ouïe est limité à une gamme de fréquences. Et même notre goût a son domaine de viabilité. Les amateurs de bière le savent peut-être. On peut artificiellement augmenter l'amertume d'une bière, mais au-delà d'environ 80 IBU,
qui est l'unité de l'amertume, notre palais ne sent plus de différence. Bonsoir, vous avez de l'IPA? Bien sûr. Bonsoir, vous avez de l'IPA? Évidemment. Vous avez de l'IPA? Ainsi, le ciel n'est perçu bleu que parce que l'évolution nous a doté de 3 types de cônes, ces photorécepteurs au fond de notre rétine, nous permettant de distinguer cette couleur. Mais d'autres animaux possèdent une vision différente, leur permettant plus ou moins de nuances. Et dans le règne animal, le champion incontesté, c'est Stomatopoda. C'est une sorte de crevette qui peut voir dans les ultraviolets et qui possède 12 types de cônes différents. Allez donc affirmer à cette crevette que le ciel est bleu. Bon, alors après la couche sensorielle, il y a une couche cognitive, c'est-à-dire le traitement que va opérer notre cerveau sur l'information qu'il reçoit. Alors il écarte les informations insignifiantes et en transforme d'autres, en comparant avec ce qu'il connaît déjà. Il rassemble les signaux provenant de nos différents sens pour nous offrir une vision cohérente du monde. Mais ce processus n'est pas sans faille, et les erreurs de ces 2 premières couches peuvent résulter en ce qu'on appelle les illusions sensorielles, dont les fameuses illusions d'optique. Une telle illusion pourrait bien entraver votre perception de la couleur du ciel. Vous vous rappelez peut-être de la photo de cette robe, que certains voient bleue et noire, alors que d'autres la voient blanche et dorée. Une fois passées les 2 premières couches, l'information traverse une couche psychologique, qui va encore la déformer, en fonction de nos croyances, nos préférences idéologiques, ou encore notre état d'esprit du moment. Et enfin, la dernière couche est socio-culturelle. Bon, elle est largement mélangée avec la couche psychologique. Et cette couche va modifier l'information en fonction des constructions sociales dans lesquelles nous vivons, afin d'harmoniser nos idées, nos perceptions avec celles de nos semblables. Le ciel est bleu, par exemple. On pourrait dire que c'est une construction sociale. Parce que le couplage entre un mot et une gamme de couleurs n'est pas universellement partagé. Tenez par exemple, quand Homère écrit l'Odyssée, il n'utilise jamais de mots spécifiques pour le bleu. Et il décrira par exemple le ciel ou la mer tantôt comme vert, tantôt comme blanc ou comme clair. L'apparition d'un terme distinct pour la couleur bleue se fait en réalité relativement tard dans l'évolution d'une langue. Et certaines langues ne distinguent toujours pas un mot spécifique pour le bleu. Jusqu'à récemment, par exemple, le japonais utilisait un mot unique, ao, pour le vert et le bleu. Au contraire, d'autres langues ont de l'avance et distinguent plus de couleurs. En russe, par exemple, il y a 2 termes bien distincts pour désigner le bleu foncé et le cyan, ce qu'en français on ne fait pas couramment. Bon, le découpage en 4 couches est un schéma un peu arbitraire, et il n'y a pas de vraie frontière entre celles-ci. Mais ça donne une idée des différentes déformations qui peuvent prendre place entre le monde extérieur et notre monde intérieur. On ne peut donc jamais être sûr de la vérité absolue des choses. Mais ces différents arguments n'ont pas suffisamment de poids pour me faire sérieusement douter de mes convictions les plus intimes. En réalité, on n'atteint donc jamais les 100%, mais on peut en être infiniment proche. Et au quotidien, on dira d'une affirmation qu'elle est vraie si elle dépasse un certain pourcentage de vraisemblance. Par exemple, une affirmation comme « la Terre est ronde » ou « le ciel est bleu » ou même « on dit chocolatine et pas au pain au chocolat ». Voilà des affirmations qui ont une vraisemblance telle que l'on pourrait leur octroyer un pourcentage de 99,9999 avec une pelletée de 9 derrière. Et à défaut de les penser absolument vraies, il est utile de les tenir pour vraies. Ce que cela nous apprend, c'est que dans le royaume des idées, dans l'univers immense de la connaissance, tout navigue entre le faux et le vrai. Rien ne se tient fièrement à l'une de ces 2 berges. Enfin, vraiment rien. Il reste 2 cas un peu spéciaux dont je voudrais parler. Alors non, je ne veux pas parler d'effets scientifiques. Ils ne sont jamais absolument vrais, et sont aussi soumis à des biais d'expérimentation, d'interprétation, et sont ancrés dans un contexte social, culturel et historique. Non, les faits scientifiques ne peuvent pas prétendre à une absolue vérité. Plus justement, on pourrait dire qu'ils cheminent vers la vérité, en contournant au mieux les couches déformantes que nous avons vues. Et peut-être plus justement encore,
on pourrait dire que les faits scientifiques cherchent à délivrer de l'information utile plutôt que vraie. Alors le premier cas dont je voudrais parler, c'est celui des affirmations mathématiques. Ah oui, difficile de remettre en cause que 2 plus 2 égale 4. Une telle affirmation pourrait alors prétendre au statut de vrai ultime et absolu. Mais en réalité, nous allons avoir quelques arguments qui nous poussent à en douter. Il se pourrait encore que l'on se trompe, et qu'en réalité, 2 et 2 fassent 5, ou toute autre chose. Explication en 3 points. Premièrement, l'hypothèse du managénie, ou du rêve, ne peut toujours pas être écartée. 2 plus 2 vaut bien 5, mais peut-être que vous faites le doux songe que cela fasse 4, ou que l'on vous manipule pour vous le faire croire, probablement à des fins maléfiques. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Dans cette même idée, l'écrivain George Orwell imaginait dans 1984 qu'un gouvernement totalitaire puisse contraindre à accepter une telle stupidité mathématique. Et il déclara « S'ils disent que 2 et 2 font 5, eh bien 2 et 2 font 5. Cette perspective m'effraie plus que les bombes. » Deuxièmement, un théorème mathématique se base sur d'autres théorèmes, qui eux-mêmes se basent sur d'autres théorèmes, jusqu'à un point d'arrêt. Des affirmations que l'on considère vraies parce que suffisamment en accord avec notre conception de la réalité. C'est ce que l'on appelle les axiomes. Les mathématiques se construisent avec ces briques élémentaires. Et il existe plusieurs systèmes d'axiomes sur lesquels il est possible de construire les mathématiques. Bon, et si un de ces axiomes est faux, alors tout s'effondre? Bien oui et non. En fait, il est difficile de dire d'un axiome qu'il est faux. Un axiome, en réalité, c'est plutôt une définition de base. Imaginons par exemple que je décide de raconter une histoire où tous les personnages sont chauves, où les week-ends durent 19 jours et où les pizzas peuvent parler. Dire qu'un axiome est faux, c'est comme dire que le fait que mes personnages soient chauves est faux. Ça n'a pas vraiment de sens. Les axiomes, comme les éléments de base de mon histoire, sont les fondements d'une construction, d'un monde indépendant de la réalité. On ne peut donc pas vraiment dire qu'un axiome est faux ou vrai. Mais en revanche, il y a 2 problèmes que peuvent poser les axiomes. Premièrement, ils peuvent se contredire entre eux. Si je dis par exemple que tous mes personnages sont chauves et que l'héroïne est une grande guerrière à la chevelure rousse, alors mes 2 éléments de base de mon histoire se contredisent. Il peut se passer la même chose avec des axiomes. On parle alors d'incohérence. Le deuxième problème, c'est que mes axiomes restreignent le champ de validité de ce que je peux dire. En racontant quelque chose dans ce monde où les week-ends durent 19 jours, je ne pourrai rien établir directement sur notre monde où les week-ends ne durent malheureusement que 2 jours et où les pizzas restent muettes. Et avec les axiomes, c'est pareil. Si on donne des définitions qui ne correspondent pas tout à fait à notre réalité, alors on ne dira rien directement de notre réalité. On parle alors d'incomplétude. Incohérence et incomplétude sont donc 2 obstacles sur lesquels un système axiomatique peut buter. Et dans l'épisode bonus, je vous parlerai de 2 histoires des mathématiques qui ont connu un tel sort. Cela nous amène à notre 3e point. Les mathématiques ne sont qu'une schématisation du réel. Elles sont une construction artificielle où il est possible d'énoncer des vérités, mais qui est indépendante de notre réalité. Quand je veux additionner mes carottes, je vais transposer mes carottes par des chiffres et faire des calculs dans le monde des mathématiques où il est possible d'énoncer des vérités. Bon, là c'est plutôt immédiat. En revanche, si je dois calculer la trajectoire d'un ballon, je vais considérer que celui-ci est une sphère, ce qui est une projection très proche de la réalité, mais n'en fait pas exactement partie. Pour le dire autrement, les mathématiques peuvent dire des choses vraies, mais elles ne sont jamais qu'une image indirecte du réel, et ainsi ne disent rien de vrai sur le réel. Bon, en conclusion sur la question des mathématiques, sur laquelle on s'est un petit peu étendu, oui, 2 et 2 font vraiment 4. Enfin, sauf si votre esprit est manipulé par un génie, un dictateur, ou un rêve. Ou si les axiomes qui arrivent à ce résultat sont incohérents. Et quand bien même nous accepterions que 2 et 2 fassent réellement 4. Eh bien cela ne dit rien de vrai sur notre réalité.
Alors pour ceux que ça intéresse, la question de 2 + 2 = 5 que l'on a évoquée a pas mal été utilisée dans la littérature, la philosophie, les mathématiques, la politique, et même dans la musique, puisque c'est le titre d'une chanson de Radiohead que vous pouvez entendre dans le fond. Alors le deuxième et ultime candidat à une vérité absolue qui nous reste à affronter, c'est la sensation. Vous pourriez être dans un rêve, dans une simulation, le cerveau dans une cuve ou manipulé par un génie. Limité par vos biais sensoriels, cognitifs et socioculturels, vous pourriez vous tromper sur l'interprétation de vos sens. Mais il n'en demeure pas moins vrai que vous êtes en train de percevoir des sensations. Votre cerveau reçoit une série d'influx nerveux et produit de la pensée. Voilà tout ce que vous savez. C'est que actuellement, vous percevez quelque chose. Et c'est un petit peu aussi ce que voulait dire Descartes en disant « je pense donc je suis ». Il y a 4 siècles déjà, il estimait que rien n'était absolument vrai, sinon qu'en ce moment même, il pensait, ou autrement dit, il percevait des sensations. Voilà, je vous ai donc menti. Il y a bien dans le royaume des idées l'une d'entre elles qui se dresse fièrement sur la berge du vrai. C'est l'idée que vous avez actuellement une activité cérébrale complexe, que vous recevez de l'information. Autrement dit, vous percevez quelque chose. Le ciel est-il bleu ? Pas si sûr. En revanche, voilà ce qui est sûr. Vous voyez, vous percevez un ciel bleu. Alors soyons très prudents, hein. Cela ne signifie pas du tout que toutes les idées se valent. Que puisqu'il n'y a pas moyen d'accéder à une vérité absolue, alors il n'y a pas d'échelle de valeur possible. Soyons conscients que nos idées voguent entre le vrai et le faux, qu'elles sont limitées à nos sens, déformées par nos capacités cognitives et influencées par un contexte historique et culturel, mais cela n'implique pas que nous devions renoncer à toute espèce de connaissance ou d'échelle de vraisemblance. Et j'ajouterai en conclusion ces mots du physicien et philosophe Carlo Rovelli. Certes, nous pouvons pour un moment déclarer que tout est égal, que la réalité n'est qu'un rêve. C'est très bien, cela nous fait sourire comme Bouddha. Mais ensuite, si nous choisissons de continuer à vivre dans la réalité, nous ne pouvons que nous remettre en jeu, comprendre et choisir. Nous pouvons, ce faisant, continuer à sourire, mais nous ne continuons pas moins à nous mettre en jeu, à comprendre et décider. Parce que juger et choisir est la même chose que penser et vivre. Enfin, peut-être. Voilà, c'était le tout premier épisode de Enfin peut-être. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à mettre des notes sur l'appli que vous utilisez. Il paraît que c'est important. Si tout le monde le dit, j'imagine que c'est important. Merci à vous, on se retrouve rapidement pour le 2e épisode de la série. Et à bientôt. Moi, c'était Nicolas Martin, mais tout le monde m'appelle Martin.